chaque fois qu'un événement important, en bien ou en mal d'ailleurs, vient sur la place publique, c'est que c'est toujours le fait d'un dérapage, d'un affrontement clanique ou d'un incident de la répartition de la rente. Ça ne participe jamais d'une volonté qui consiste à apporter un minimum de transparence dans les dossiers qui concernent la vie nationale. Il en a été d'ailleurs ainsi du pluralisme politique qui est arrivé par effraction en octobre 88, alors qu'à l'évidence, les années précédentes, il y avait plusieurs signes qui montraient qu'il y avait un essoufflement et que la gestion, le maintien du statu quo était impossible. Eh bien, face à ces débordements financiers, on doit savoir, et c'est ça qui est vraiment inquiétant, le pouvoir n'a pas dérogé d'un iota quant à sa manière de faire face aux problèmes qu'il génère dans la gestion des affaires publiques. Tout se passe comme si la corruption n'était pas un problème systémique. Alors on concède, comme ça, quelques victimes, on admet qu'il y a problème, et toujours à la périphérie. Généralement, d'ailleurs, ce sont des répliques des grosses corruptions que l'on traite par le biais de la justice. Le gros de la corruption de Sonatrach n'a même pas été abordé. Il n'y a même pas de procédures qui sont engagées là-dessus. C'est pareil pour, j'allais dire, les malheureux. Ils ont détourné ceux qui sont en prison. Mais enfin, ce n'est pas ceux qui ont commis le plus. Dans l'affaire, par exemple, des travaux publics ou un certain nombre de gros chantiers, ce sont ceux qui ont vu leurs responsables se servir, ont décidé d'intervenir à la suite pour dire aux partenaires, vous passez à la caisse, sinon on va bloquer vos factures. Mais ce n'est pas la corruption au cœur qui est traitée aujourd'hui. Et bien malgré, je crois aussi, cette déchéance qui se précipite, il y a aussi quelque chose de relativement nouveau dans ce que ces initiatives jouent sur la durée. J'ai régulièrement suivi des initiatives, par exemple des syndicats autonomes, qui ont toujours essayé de survivre, d'échapper à la tutelle de l'UGTA. Pour ceux qui ne savent pas, l'UGTA, c'est le syndicat du parti unique qui reste quand même au-dessus des lois, puisqu'il continue à capter l'essentiel des contributions du monde du travail, alors qu'il est dans beaucoup de secteurs très largement minoritaires. Eh bien, il y a un palier qualitatif qui a été franchi par ces syndicats, puisqu'ils viennent d'organiser une fédération. C'est pas la première fois qu'ils le font, mais ils ont assumé les solidarités internationales, et donc c'est dans le cadre d'une évolution transnationale que le monde du travail algérien est en train d'essayer de se protéger. Les gens disent, si maintenant l'issue, l'émancipation sociale ou politique du pays demande des relais ou des leviers qui se trouvent en dehors du pays, nous sommes prêts à l'assumer. Jusqu'à présent, tout ce qui venait de l'étranger était nécessairement diabolisé, et ça a malheureusement marché. Je n'ai pas besoin de vous faire la luce sur le reste des déperditions du pays, s'agissant des cadres ou des jeunes. Rafi était avec moi quand on a fait un meeting à Montréal. Sur les 800 personnes qu'il y avait, les 9 dixièmes étaient des universitaires. Et quand on discutait avec les gens à la fin du meeting, on a appris à travers un certain nombre d'associations, dans la seule province du Québec, les 10 dernières années, il y a eu 43 000 universitaires algériens qui ont quitté l'Algérie. Quand on chasse les cadres et qu'on pousse la jeunesse à la mer, si ce n'est pas ça, stériliser une nation, je demande à voir. La nouveauté aussi, c'est qu'on se rend compte que la rente pétrolière, qui a régulièrement servi à calmer les clientèles, ne suffit plus à cautériser, à masquer les fractures, les lézardes qui étaient latentes dans le régime, mais qui n'apparaissaient pas avec autant de violence.
Et les réponses sont des réponses de bricolage, alors que c'est une situation de faillite générale, de faillite institutionnelle. Le dernier remaniement illustre jusqu'à la caricature l'autisme du régime. Il était clair que le ministre chargé des hydrocarbures ne pouvait être protégé compte tenu donc, des scandales périphériques, j'insiste là-dessus, qu'on lui a sortis. Pour autant, dans le remaniement, il n'apparaît aucune volonté de délivrer un message pouvant donner à penser qu'il y a une prise de conscience de la gravité et de la nature de l'impasse dans laquelle se trouve le pays. Le clan présidentiel a lâché le ministre chargé des hydrocarbures, mais en même temps, et contrairement à ce que dit une partie de la presse algérienne, je ne crois pas que le ministre de l'Intérieur ait été sanctionné, il y a une espèce de promotion au poste de vice-premier ministre, donc de ministre de l'Intérieur, sachant que le poste de l'Intérieur est gardé par le même clan. Donc je lâche une partie, mais je me débrouille pour rééquilibrer les pertes que j'ai pu concéder sur d'autres départements ministériels. Et aussi autre chose qui est en train de témoigner d'une espèce de délabrement institutionnel, c'est quasiment un état lépreux, c'est qu'au lieu de faire face à travers une dynamique politique assise sur une hypothèse doctrinale dont on peut penser ce qu'on veut, il y a une espèce de repli sur soi où les archaïsmes tribaux prennent le dessus sous toute forme de projection politique. Ce n'est pas simplement au niveau du gouvernement qui est littéralement squatté par le même village. Maintenant, on observe dans les paliers intermédiaires, secteur bancaire, au niveau des douanes, dans l'armée, etc., chaque chef de tribu occupant un segment de l'État, le peuple par les gens qui sont biologiquement de sa secte. C'est vraiment ça devient une construction nationale. Ce sont les archaïsmes qui sont en train de devenir de manière ouverte et quasiment assumée une dynamique dans la représentation nationale. Et qu'est-ce qui se passe par ailleurs dans cette jachère politique? On observe, et c'est assez nouveau, un agacement de nos partenaires étrangers qui jusqu'à présent se sont quand même tenus à l'écart, quitte à paraître un peu complices, devant le cas algérien qui était une exception. Lorsqu'il y avait des fraudes en Égypte ou quelque part dans un pays africain, la France ou d'autres pays étaient prêts à sonner le Toscan en criant c'est un scandale, les conditions dans lesquelles se sont déroulées ces élections ne sont pas admissibles. Mais sur l'Algérie, on a préféré toujours fermer les yeux, quitte à en être d'ailleurs un peu ridicule, la France ayant été régulièrement le premier pays à saluer les fraudes électorales qui ont sanctionné toutes les dernières élections en Algérie. Il semble qu'il y ait des signes assez clairs destinés à faire comprendre à l'équipe d'Alger que nos partenaires, qui sont d'ailleurs au niveau de l'Union européenne, au niveau des États-Unis, ne sont pas spécialement décidés à continuer dans cette forme de complaisance, pour ne pas dire de complicité. Concrètement, tout cela se traduit par des recommandations de l'Union européenne qui s'expriment à travers des propos, des positions alternant entre l'agacement, le désespoir ou la démission. Alors, on vient de me dire là aujourd'hui au niveau de Bruxelles, le dossier algérien a été liquidé en pratiquement 15-20 minutes. J'imagine que les ambassades vont faire de la com, tout va bien madame la marquise, il n'y aura pas la moindre évolution dans ce rang, aussi en matière de coopération avec l'Union européenne. Et à mon avis, ce sera pareil avec l'OMC, et on ne bougera pas pour autant dans l'ouverture de la frontière terrestre qui est toujours fermée entre l'Algérie et le Maroc. Et donc, à l'intérieur, il y a une espèce de repli sur soi qui frise le suicide. Ailleurs, le régime algérien semble de plus en plus abandonné et les partenaires traditionnels du pays
refuse d'investir et s'occupe essentiellement